Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la sortie relativement inattendue, il faut bien le dire quand même, du Panasonic S1 II. Après le S1R Mark II, voici le S1 II décliné en plus en deux versions, le S1 II et le S1 II E. Alors, bon, c'est sûr que si vous avez cliqué sur ma vidéo parce que vous avez vu le titre, on peut quand même un petit peu être interloqué par les prix, pas forcément le prix, mais les prix, puisqu'ils sont deux, et j'allais dire l'un comme l'autre ne sont pas spécialement bon marché. Alors on va quand même regarder tout ça de plus près, parce que c'est un peu trop facile de dire que c'est trop cher. Mais quand même, on ne peut pas s'empêcher de se dire Panasonic depuis la sortie du S5. Alors vous voyez, le S5, ça commence à remonter quand même un petit peu, ça fait bien, ça doit faire 4 ans à peu près, la sortie du, non 5 ans même, la sortie du Panasonic S5, le premier. Tout d'un coup, là, on s'est dit, Panasonic arrive à faire du super rapport qualité-prix en fait. Alors il y avait bien quand même une limitation au niveau de l'autofocus qui détournait quand même certains acheteurs. Et puis à partir du moment où ils ont sorti le S5 II, alors là, ils ont continué dans le rapport qualité-prix défiant toute concurrence et en plus, l'autofocus a commencé à être bien meilleur. Pas parfait, mais Panasonic a fait beaucoup de mises à jour et aujourd'hui, un S5 II, il n'est pas mauvais du tout en autofocus. Ils l'ont accompagné d'une déclinaison un peu plus haut de gamme qui est le S5 IIX et lui aussi, alors quand il est sorti il était un peu cher mais le prix a très vite été je trouve corrigé et aujourd'hui, alors ça dépend des niveaux de promotion et j'ai plus en tête exactement, mais un S5 II il est en dessous de 2000 € et un S5 IIX il est à plus ou moins 2000 €, entre 2000 et 2200 on va dire quoi, suivant les moments, les promotions. Et donc, si on prend le S5 II, ça le met quasiment à 1000 € du nouveau S1 IIe. Et le S1 II, donc le nouveau, alors là, ça le met à largement plus de 1000 € du S5 IIX. Donc, où en est-on? Alors, rappelons-nous qu'évidemment, il y a quelques temps, et il n'y a pas longtemps du tout, Panasonic a sorti le S1R Mark II. Et ce qui est intéressant, c'est que ce S1 II est à peu près au même prix, à 100 € près, que le S1R Mark II. Et donc c'est là qu'on se dit quand même, adieu le super rapport qualité-prix des boîtiers Panasonic Lumix, parce que, bah ouais, quand même 3500 €, ça pique un petit peu pour un capteur 24 mégapixels, parce que c'est ça aussi un petit peu psychologiquement on va dire ce qu'on se dit, mais là aussi il faut peut-être arriver à dépasser ça. En tout cas, si comme moi vous avez un petit peu plus la fibre photo que vidéo, même si moi j'ai bien les deux quand même, mais j'arrive plus de la photo dans mon passé et j'ai gardé cette fibre bien sûr, un peu plus que la vidéo. N'empêche que j'ai découvert aussi tout ce qu'on pouvait faire en vidéo et c'est assez génial. Donc ce boîtier, il faut se dire tout de suite, il est destiné à 80% aux vidéastes, quoi. Et à partir du moment où on se dit ça, on va peut-être plus arriver à analyser son prix. Alors, bon, j'allais dire, si Panasonic avait été jusqu'au bout du concept, un boîtier pur vidéo, ils auraient même pas mis 24 mégapixels dedans, à la limite. Alors, cela dit, c'est utile pour l'open gate, comme on va le voir. Donc ça se comprend dans un certain sens. Le Panasonic S1 II, il a donc exactement le même, c'est le même boîtier que le S1R Mark II. Voilà, donc il apporte le switch photo-vidéo que n'avaient pas les autres Panasonic jusque-là et c'est génial, sauf que, encore une fois, comme c'est un boîtier à 80% vidéo, je pense pas qu'il y a énormément de monde qui va beaucoup s'en servir. Je pense que ce fameux switch, c'est plus sur le S1R Mark II qu'il va être utile parce que il va y avoir plus de switch photo-vidéo, je pense, sur ce boîtier qui est plus destiné à la photo avec son capteur 45 mégapixels, mais qui est capable d'être très très solide en vidéo, même s'il n'atteint pas toutes les performances de ce nouveau S1 II. Voilà un petit peu où on en est. Alors,
On parle donc d'un capteur 24 mégapixels qui est très bon, ça il n'y a aucun souci, que ce soit en dynamique, en montée ISO. En dynamique pour la vidéo, hein, puisque encore une fois on va axer plus sur la vidéo vu le positionnement de ce boîtier. Pour la dynamique, il est doté déjà d'un capteur de base qui est très bon, hein, d'un double ISO natif, et surtout d'un double ISO natif automatique, c'est-à-dire que, enfin pas automatique, c'est pas ça, il est capable de faire fonctionner les deux niveaux ISO en même temps pour augmenter la plage dynamique. Alors j'ai suivi certaines vidéos qui expliquaient bien ça, parce que c'est intéressant pour le coup. C'est pas du tout le même système que celui qu'il y a dans le S1R Mark II qui est beaucoup plus basique. Celui-ci, il est beaucoup plus performant. Alors, par contre, on pourrait se dire, bah oui, pourquoi il ne le laisse pas tout le temps alors? Parce que c'est une option qu'il faut choisir quand même, hein, et bien sûr. Parce que si vous choisissez cette option, par contre, vous avez beaucoup plus de rolling shutter, parce que tout simplement, la lecture de capteur est obligée, en quelque sorte, de se diviser en deux, hein, une lecture à un certain niveau d'ISO et une lecture à l'autre niveau d'ISO natif, et donc forcément vous avez plus du tout le même gain en rolling shutter que vous avez sur le capteur normal avec une seule lecture. Bon. Mais n'empêche que ça fait un super niveau de dynamique si on a besoin et que c'est pas des sujets trop en mouvement et qu'on se fiche du rolling shutter. On a une dynamique excellente, hein, sur ce capteur, une montée ISO aussi certainement excellente. On a le dernier autofocus, la dernière version de l'autofocus de Panasonic, qui sans aucun doute va arriver par mise à jour sur le S1R Mark II, ou je pense même sur le S5 II, parce qu'il techniquement il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas, hein. Là on parle que d'algorithme, hein, de rien d'autre. Le processeur n'a absolument pas changé. Voilà, alors on va quand même se dire qu'il a un capteur semi-empilé, ce qui l'avantage encore un petit peu plus en termes de rolling shutter, hein, de rapidité de lecture en vidéo. Alors on va faire quand même une section photo, hein, rassurez-vous, mais sur ce boîtier je pense qu'il faut d'abord axer sur la vidéo, parce que c'est comme ça qu'il est présenté et que son prix est raccord, on va dire. Donc voilà pour ce qui est du capteur, hein, le fait qu'il soit semi-empilé, un peu comme le Nikon Z6 III, ça apporte des progrès en rolling shutter en vidéo. Et je pense que en vidéo, contrairement à la photo où c'est parfois pas suffisant ce niveau-là de rolling shutter, je pense qu'en vidéo c'est suffisant pour le coup. Et c'est bien vu de la part de Panasonic d'avoir implémenté cette technologie semi-empilée. Alors elle a un prix, hein, évidemment. Après, sur le reste de la vidéo, j'ai envie de parler de la stabilisation, parce que au fur et à mesure que ces boîtiers sortent, là chez Panasonic en plein format, ils sont absolument bluffants en stabilisation, il faut quand même le dire, hein, parce que quand vous n'avez pas forcément envie de mettre un gimbal sur votre boîtier, la seule façon d'avoir une vidéo à peu près exploitable, c'est de compter sur une stabilisation énorme. Et c'est bien le cas de ces boîtiers, et c'est quand même un avantage, il faut le dire, hein, par rapport à toute la concurrence là, hein, parce que même Canon qui a une bonne stabilisation, hein, surtout avec les objectifs Canon, la plupart sont stabilisés et fonctionnent évidemment parfaitement en double stabilisation avec les boîtiers, mais alors déjà c'est un petit peu moins performant malgré tout que Panasonic, et puis vous avez peut-être un peu plus de wobbling, hein, quand même sur les Canon. Alors ça s'est amélioré au fil du temps, mais moi j'ai bien vu, même avec le R5 II en grand angle, il y en a quand même, hein, malgré tout des effets de wobbling, et je pense qu'il y en a moins quand même chez Panasonic, et surtout le niveau de stabilisation est vraiment bluffant. Donc voilà. Alors après évidemment il y a tout le reste des capacités vidéo, hein. Et c'est sûr qu'en passant du capteur 45 mégapixels du S1R Mark II à ce capteur 24 mégapixels qui plus est semi-empilé, on a accès à tout ce qui était inaccessible tout simplement au S1R Mark II, parce que rappelons-nous, le S1R Mark II il est solide en vidéo, hein, mais
il a des petits bridages. Alors c'est pas des bridages volontaires, hein, attention, hein, c'est pas les bridages de Sony qui fait sur certains de ses boîtiers pour pas phagocyter sa gamme qui est tellement segmentée. Non, non, là c'est on peut pas appeler ça des bridages, c'est qu'il n'est pas capable en fait d'aller faire au-dessus d'une certaine fréquence image du 4.2.2, il repasse en 4.2.0. À un moment, si vous filmez en SSD externe au-dessus d'un certain format, il faut avoir la poignée grip pour redonner du boost. Voilà, et puis il y en a plein d'autres, hein, je veux dire, des limitations. La 4K 120, il n'y a même plus du tout de détection avec l'autofocus et surtout il repasse en détection de contraste, on n'a même plus la détection de phase, enfin voilà. Donc ce nouveau S5 II, il est censé corriger tout ça, rajouter encore d'autres performances en vidéo. Il a évidemment tout ce qui fait que les boîtiers Panasonic sont appréciés en vidéo, hein, même si la concurrence a tendance à rattraper, notamment le fait d'avoir des waveforms, d'avoir les fausses couleurs. Maintenant ça commence, hein, à arriver sur pas mal d'autres boîtiers, mais sur le Panasonic par exemple c'est très souple d'utilisation. Je sais que les waveforms on peut les déplacer sur l'écran où on veut, les agrandir aussi, les rapetisser, bref. Voilà, ça reste des boîtiers super à utiliser en vidéo. Il y a bien sûr l'histoire des luttes qu'on peut intégrer. Il y a le log de Panasonic qui est réputé très bon et très facile à étalonner. Alors maintenant, cela dit, si vous comparez avec notamment le dernier C-Log 2 de Canon, qui malheureusement n'est que dans les boîtiers hybrides dans le Canon R5 II, faudrait faire des comparatifs, hein, mais bon. Certes il est très bon, mais il y a peut-être aussi bien finalement à un moment chez la concurrence. De même la colorimétrie elle est très bonne. Après je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi la colorimétrie Canon, moi le premier, voire la colorimétrie Nikon, hein, bon, en plein format en tout cas, parce que si on redescend en APS-C, vous voyez par exemple là je me filme avec le Fuji X-T5, alors certes ce n'est qu'une vidéo, mais il est très bon en colorimétrie, il a un très bon log aussi, hein, le F-Log 2, même si c'est de l'APS-C, donc bref. Alors on a après aussi tout ce qui est cadence et image et codec, et là il est absolument full, hein. C'est-à-dire que au niveau des codecs, ben on a tout, hein, la 4.2.2 10 bits, 8 bits, le H264, le H265, le ProRes, le ProRes RAW, tout ça en interne, hein, ou en SSD externe si on veut. Voilà, là c'est le sans faute. Et puis au niveau des formats auxquels on peut filmer, on a l'OpenGate jusqu'à 60 images par seconde, et ça je crois que c'est une première sur tous les boîtiers hybrides, hein, qui existent. Donc quand vous voulez faire notamment extraire des vidéos verticales de vos vidéos horizontales à une cadence image élevée pour faire des ralentis, et ben c'est possible grâce à ce boîtier, donc c'est pas rien quand même, hein, mine de rien. Ensuite, toutes les 4K sont suréchantillonnées, et ça c'est quand même super, hein, parce qu'il n'y a qu'à voir le dernier Canon R5 II qui n'a même pas de suréchantillonnage en 4K 50-60. Alors ce Panasonic évidemment il l'a bien, et même la 4K 120 est suréchantillonnée. Par contre la 4K 120, il y a deux problèmes, et ça c'est, on va dire, je pense, le défaut, parce qu'on a beau dire son placement prix il est justifié, on va y revenir, hein, parce que il a toutes ses specs vidéo qui sont dingues, et voilà, il n'y a aucune fausse note sur ses specs vidéo par rapport peut-être à un S1R Mark II et à la concurrence, comme le Nikon Z6 III. On a beau dire tout ça, quand vous avez la 4K 120 qui est quand même malgré tout croppée à 1,24 je crois c'est pas tout à fait rien, hein, quand même, hein, comme crop, et que vous perdez les détections, qu'il n'est plus capable vraiment de suivre un sujet sans faire des pompages, sans avoir des loupés, bah c'est quand même dommage. Parce qu'encore une fois, moi je l'avais dit dans une autre vidéo, en 4K 120, ça sert à quoi la 4K 120 ? Ça sert à faire des ralentis assez prononcés. Donc si vous faites un ralenti assez prononcé, c'est forcément que vous aviez un sujet en mouvement.
parce que je sais pas, la 4K120 en filmant un paysage, c'est utile. Voilà, bon, donc non, alors c'est là qu'il faut les détections, qu'il faut vraiment que ça suive les sujets en 4K120. Eh ben non, alors on va voir quand même pourquoi, c'est intéressant aussi de se dire non, Panasonic l'a pas non plus fait exprès, c'est pas ça. Mais si vous prenez la concurrence, alors je pense que le Nikon Z6 III, lui, il a un crop encore plus grand en 4K120, mais il me semble que la détection fonctionne, à vérifier. Le Canon R5 II, alors ça j'en suis sûr et certain pour l'avoir eu, en 4K120 la détection fonctionne parfaitement. Donc, et je ne serais pas étonné, c'est là que peut-être, alors forcément je prends un peu d'avance et c'est peut-être plus des supputations qu'autre chose, mais le futur Canon R6 III qui je pense aura de la 4K120, alors certes croppé aussi, j'imagine bien, je vois mal Canon le privé de l'autofocus avec détection de sujet. Et donc voilà, là je pense que Panasonic, il faut quand même qu'il fasse attention parce que sur ce point-là, c'est là qu'on peut tiquer sur le placement prix, c'est-à-dire que pour le reste, bon, ok, mais voilà, ça fait quand même cher, sachant que la 4K120 est pas parfaite du tout au niveau de l'autofocus, en tout cas c'est sûr, et du recadrage. Alors, pour le reste du tournage vidéo, moi je ne suis pas aussi calé que certains vidéastes qui filment beaucoup en Lumix et puis certains youtubeurs, mais je leur fais confiance. C'est certainement le boîtier que beaucoup attendaient sans restriction quasiment sur les fonctionnalités vidéo, et sachant qu'ils n'ont pas besoin du coup du capteur haute résolution. Alors j'ai dit que je ferais quand même un passage sur la photo et je vais le faire. On ne peut pas s'empêcher de se dire, un boîtier de 24 mégapixels à capteur seulement semi-empilé à 3500 €, il y a un truc qui cloche. Parce que le Z6 III qui a la même configuration et qui a quand même des super specs vidéo aussi, alors peut-être un petit ton en dessous quand même de ce Panasonic, il a été placé à 3000 € par Nikon. Si vous regardez bien, ça fait pas si longtemps qu'il est sorti quand même le Z6 III, il est plus du tout à 3000 €. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça dit avec ce Panasonic, mais moi je trouve malgré tout qu'il est quand même un peu cher. Voilà, alors après on va quand même aussi regarder, puisqu'on parle photo, tout ce qui touche à la rafale, parce que c'est quand même important en photo. Et l'autofocus, encore une fois l'autofocus, je l'ai dit pour la vidéo, je le redis pour la photo, il a les tout derniers algorithmes de détection de phase de Panasonic. Et il n'y a plus grand chose à dire, même s'il n'est peut-être pas tout à fait au niveau d'un Canon ou d'un Sony, surtout d'un Canon je dirais, ça va quand même très bien dans la plupart des situations. On n'aurait pas dit ça il y a encore 2-3 ans de Panasonic, bien sûr. Donc très bien, et la rafale, alors la rafale c'est quand même particulier, je ne sais pas pourquoi Panasonic ils font ça en fait, ils font ça un peu sur tous leurs boîtiers, enfin pas tous, mais tous ceux qui peuvent prétendre à ces vitesses-là de prise de vue, ils font des rafales complètement folles avec suivi autofocus, je veux dire, à 60 images par seconde. Alors, vous me connaissez si vous suivez certaines de mes vidéos, ce n'est pas moi qui vais dire que ça sert à rien de faire des rafales à 60 images par seconde. Je dis juste que ça sert dans des situations bien précises, et que dans d'autres, on a besoin de baisser la rafale. Et là, si vous la baissez, vous retombez, je crois, à moins de 10, ou 10, mais 10, vous n'avez plus le 14 bits, enfin bref, 10, il faut, je veux dire, il faut même retomber à 8 photos par seconde pour retrouver les 14 bits, il n'y a rien entre les deux. Ça c'est quand même un peu spécial, moi je trouve, chez Panasonic. Bon, le fait est qu'on pourra toujours faire des superbes décompositions de mouvements avec 60 images par seconde, surtout qu'il a en plus bien sûr le prédéclenchement, et ça c'est une condition absolue pour faire ça. Et on a les objectifs Sigma, notamment en très longue focale, qui vont
aller comme un gant à ce boîtier si on veut faire un peu de la photo animalière ou de sport. Malgré qu'on ait entre guillemets que 24 mégapixels, hein, ça va le faire. Le capteur semi-empilé, bah, il fera toujours moins de rolling shutter qu'un S5 II ou un S5 IIX, hein, c'est sûr, mais c'est un peu, j'allais dire, la même punition que le Nikon Z6 III. C'est mieux, mais c'est pas mieux qu'un Canon R6 II qui n'a pas de capteur empilé, qui est sorti maintenant, je crois, il y a 3 ans, qui a quand même une rafale de 40 images par seconde en RAW, qui a bien le prédéclencement, et en rolling shutter, en tout cas en photo, il n'en fait pas plus qu'un Z6 III ou ce Panasonic, parce qu'il a quasiment la même lecture le même temps de lecture de capteur. Donc voilà, hein, on ne peut pas trop s'empêcher de se dire ça. Vu que c'est une technologie qui a l'air de coûter assez cher de faire ce capteur semi-empilé, voilà, c'est pas si satisfaisant que ça, parce que c'est ça aussi, c'est que ça les met quand même loin des performances des vrais capteurs empilés. Bon, ben voilà, hein, je crois qu'on a tout dit. La dernière chose, si vous faites que de la vidéo avec ce boîtier, vous allez vous ficher un peu de ce que je vais dire. Si vous faites de la photo, ben, ça va vous parler. Je trouve que Panasonic, avec ces boîtiers-là particulièrement, participe au fait qu'on retrouve de plus en plus le poids et l'encombrement des anciens réflexes numériques. Et je trouve que c'est dommage, parce que sous prétexte d'une très bonne prise en main, alors oui, il y a le problème de la dissipation de la chaleur aussi, hein, qui compte, mais je trouve que c'est dommage quand même. Moi qui suis revenu à un Fujifilm X-T5, je peux vous dire, mais c'est tellement plus petit, tellement plus agréable à avoir en main. Alors pas forcément pour la prise en main en elle-même, mais juste pour l'ensemble avec n'importe quel objectif, je veux dire. C'est tellement plus plaisant de sortir avec ce genre de combo. Alors bon, voilà, donc ça sera ma remarque parce que ouais, plus de 800 grammes avec carte et batterie. Franchement, moi, mon R5 II, je trouvais déjà qu'il était lourd avec, c'était je crois 740 grammes. Bon, ben voilà, hein, c'est la tendance, on va dire, actuelle. On verra bien hein, ce que nous fait la concurrence, on n'en finit pas d'attendre le Sony A7 V, hein. On verra bien. En tout cas, dernière chose j'oubliais, il a une carte CF Express, ouf, j'allais dire, et toujours pareil, quel dommage, comme toute la concurrence, qu'il n'en ait pas deux de cartes CF Express. Parce que non, ça n'est pas plus cher que les cartes SD, surtout dans les hautes capacités, et ça va tellement plus vite en débit que bon, je pense que là il en avait besoin, ne serait-ce que pour sortir les 60 photos en RAW en rafale, avec un buffer qui n'est pas ridicule du tout. Moi j'ai vu sur des vidéos, on dit oh, il a que 3 secondes de rafale, mais à 60 images par seconde, c'est énorme 3 secondes de buffer en fait, hein, on ne se rend pas bien compte là je pense. Voilà. Ah oui, si, dernière chose quand même, la batterie, le processeur et tout. Ben là, je pense que je l'avais dit dans ma vidéo sur le S1R Mark II, je trouve que ce qui n'évolue pas depuis longtemps chez Panasonic, c'est le processeur. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à la limite là. C'est-à-dire, c'est soit vous avez ce S1 II qui fait 24 mégapixels avec un capteur semi-empilé et qui fait bien de la photo et qui fait très bien de la vidéo, mais qui coûte un peu cher quand même. Soit vous avez un capteur 45 mégapixels qui va faire plus de rolling shutter, ça c'est sûr, et qui sera un petit peu moins pointu au niveau des perfs vidéo, même s'il est loin d'être ridicule, quasiment au même prix. Mais justement, hein, si le S1R Mark II il a des petits manques en vidéo, qui ne peut pas faire mieux, quitte à être plus cher à la limite, hein. C'est tout simplement que le processeur actuel des boîtiers Panasonic ne permet pas d'aller plus loin, et je pense que la prochaine évolution chez Panasonic, c'est ça, hein. Alors évidemment, ça se voit moins, hein, mais c'est important le processeur aussi.
bien entendu. Et quant à l'ensemble batterie processeur, c'est sans doute un processeur en plus qui consomme beaucoup parce que l'autonomie, quand on regarde les chiffres officiels, c'est quand même pas fameux du tout, hein. Donc voilà, c'est un petit peu les deux écueils. On terminera quand même aussi avec la surchauffe parce que c'est important. Il surchauffera moins que le S1R Mark II, ça c'est automatique, hein. La haute résolution, c'est un peu son petit défaut, on va dire. Alors visiblement, sauf en APS-C, parce que je reviens à mon Fuji X-T5 qui me filme là depuis un petit moment. Il a quand même 40 mégapixels, hein, le capteur, et puis alors la taille du boîtier, hein, rien à voir avec ces mastodontes, et pourtant aucune surchauffe. Je suis en 4K 25 suréchantillonné, hein, je veux dire. Bah voilà. Écoutez, ça sera tout. Si vous voulez qu'on échange sur ce beau boîtier quand même, hein, malgré tout, attention, hein, ça sera avec plaisir. Ma conclusion, bon, très bon boîtier vidéo que les utilisateurs de longue date de Panasonic attendaient depuis longtemps. Solide boîtier photo aussi, à part à quelques détails près. Mais prix quand même élevé qui, je pense, est appelé à baisser relativement rapidement. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. C'est important quand même pour une chaîne YouTube, hein, malgré tout, pour sa visibilité. En tout cas, merci et au revoir à la prochaine vidéo.